Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Au sommaire, les difficultés d'insertion pour les autistes dans le monde professionnel à Mayotte. Pas assez de place dans le peu de structures disponibles et au-delà de 16 ans, rien ou presque, un vrai crève-cœur pour les familles. Ils sont partis hier en métropole pour acquérir de l'expérience, plus d'expérience dans le domaine de l'hôtellerie et services haut de gamme. Nous avons suivi avant leur départ 6 étudiants de l'école Vatel, le spécialiste du tourisme et de l'hôtellerie internationale. À 15 ans à peine, il rythme le quotidien des habitants de Mtsamboro. Moukine Matungu appelle les fidèles à la mosquée plusieurs fois par semaine. C'est le plus jeune muezzin de sa commune, mais a le respect et l'étoffe des plus grands quand il fait l'appel à la prière. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Chaque année à Mayotte, pas moins de 200 enfants environ naissent autistes. Au final, très peu arrivent à intégrer les dispositifs d'accueil faute de place suffisante. Et les plus touchés sont ceux qui ont dépassé l'âge minimal de prise en charge par les institutions. Que deviennent-ils alors ? Réponse avec Seyd Hachim, Daniel Abdou. Yanis, 22 ans, et Sadiad, 17 ans, sont autistes. Le dialogue avec leurs parents et les autres personnes est l'une de leurs principales difficultés. Parfois, il ne te comprend pas. Parfois, tu essaies de répéter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il t'écoute ou il fait semblant de comprendre, mais non. Trop âgés pour intégrer des structures d'accueil locales limitées à 16 ans. Pour eux, ils ne peuvent pas prendre Sadiad à son âge alors qu'il y a plus petit que Sadiad. Les Montchéry vivaient en France, tout allait bien. En 2016, la famille décide de revenir à Mayotte. Un tournant décisif qui vire au calvaire. Avec une notification MDPH, il avait le droit de voyager dans tout département français et sans recommencer tout le tracas administratif. Et malheureusement, le manque de structure, le manque de place a été la raison pour laquelle Yanis, depuis cette période, s'est retrouvé complètement désocialisé. Rejeté par les instituts médico-pédagogiques et éducatifs locaux. Et la seule structure à laquelle il aurait pu prétendre a refusé d'accueillir Yanis. Il ne devrait pas être avec moi tout le temps à la maison. Il devait se retrouver dans une association IME ou dans une formation, en même temps insertion, qui pourrait l'aider après pour avoir du travail. Autistes et sans formation, la situation ne facilite pas leur insertion professionnelle. L'enfant n'étant pas préparé à aller s'inscrire au Pôle emploi, ne serait-ce que les entreprises sont-elles prêtes à accueillir ce genre de personnes? Non. Pour moi, c'est qu'il aille dans une structure sur Mayotte, qu'il fasse les formations comme les autres. Les parents continuent leur combat. Aujourd'hui, ils militent pour davantage de places d'accueil, une meilleure orientation et une prise en charge des enfants autistes dès leur plus jeune âge. Eux sont étudiants à l'école Vatel. Après 6 mois de formation en alternance à Mayotte, les 6 étudiants que nous avons rencontrés ont pris l'avion hier pour la métropole où ils vont effectuer un stage de 5 mois dans des établissements hôteliers haut de gamme. Darosh Daou, Seyd Hachim, Youssouf, Ahmed Matoir se sont entretenus avec eux avant leur montée dans l'avion. Il reste quelques minutes avant le départ. Il faut vérifier les documents indispensables avant d'accéder à la salle d'embarquement. Ces 6 jeunes femmes partent pour un objectif de taille. Après 6 mois de formation en alternance à Mayotte, elles visent maintenant le très haut niveau. Elles veulent s'imposer en effet dans les 4-5 étoiles et dans les palaces. L'objectif justement, c'est de découvrir un peu le monde professionnel, de voir un peu comment ça se passe dans les hôtels et découvrir également tous les départements afin de se focaliser après sur un domaine qui nous plaît le plus. Je serai dans le domaine de la restauration et le but c'est d'en apprendre davantage dans le domaine afin de devenir meilleur, comme on dit, et d'apporter les connaissances sur le territoire afin de développer aussi le territoire.
6 mois passés à Mayotte pour ensuite s'ouvrir à l'international, cela se traduit par une volonté intransigeante pour forcer le destin. J'ai fait un stage au Quartz, ce qui m'a beaucoup plu. Et depuis, j'ai envie de devenir manager, mais au sein d'un restaurant. Leur formatrice ne peut que s'en réjouir. Et dans un secteur comme celui de l'hôtellerie, Mayotte doit faire face aux enjeux comme celui de la maîtrise de l'anglais. L'anglais fait partie des modules les plus importants de notre enseignement. Il faut savoir que nous faisons 54 heures d'anglais au niveau de l'école en première année. En comparaison avec, par exemple, un module comme la nutrition, on fait 9 heures. Avec un niveau touristique encore à l'état embryonnaire, l'engagement de ces jeunes Mahoraises va sans doute changer la donne avec tous les défis qui se dressent devant le département. Je prends juste l'exemple, nous sommes à l'aéroport et en face de nous, nous avons un hôtel de 82 chambres qui va ouvrir dans quelques mois. Cet hôtel-là aura besoin justement de ce type de compétences pour pouvoir se développer. Et ils attendent l'arrivée de nos jeunes sur le marché de l'emploi pour pouvoir les prendre. Le retour de nos jeunes est prévu en septembre prochain. D'ores et déjà, leur petite expérience aujourd'hui va provoquer un certain engouement dans la filière. Et on attend en tout cas un engouement certain des passagers pour la reprise des vols entre Mayotte et Madagascar. Pas de date annoncée, mais cela devrait se faire sous peu. Une bonne nouvelle pour la compagnie Ewa Air qui attend aussi depuis 2 ans de pouvoir atterrir à Nosy-Be, Diego ou Majinga, puisque ce sont les 3 destinations qu'elle dessert sur la Grande Île. Écoutons à ce propos Ayoub Bingar, directeur général de la compagnie, au micro d'Assadi Razafité. Nous venons d'avoir l'accord des autorités malgaches pour opérer un vol par semaine sur nos 3 destinations. Autrement dit, un vol par semaine sur Majinga, un vol par semaine sur Nosy-Be et un vol par semaine sur Diego. Maintenant, c'est sous réserve de la logistique au sol. Donc ça y est, nous avons déjà déposé le programme et le jour. Nous attendons la réponse de nos services au sol. Dès qu'ils seront opérationnels, eh bien, nous lancerons le vol. Et à noter que les tarifs pratiqués par Ewa Air pour aller à Madagascar seront inchangés, c'est-à-dire les mêmes avant le Covid, nous a assuré le patron d'Ewa Air, qui attend tout de même de savoir si les taxes aéroportuaires seront ou non augmentées à Madagascar. Dans la région, cet immeuble dévasté par les flammes la nuit dernière à Saint-André sur l'île de la Réunion. 5 personnes ont dû être hospitalisées en urgence, dont un Mahorais, selon nos informations. Les autres ont été sauvés in extremis grâce au voisinage. Delphine Poudrousse, Willy Thévenin. Un tas de cendres. Voilà tout ce qu'il reste de l'appartement 122 du 66 rue Mingard. Au-dessus, les 2 appartements ne sont pas dans un meilleur état. Hier soir, dans cet immeuble SIDR Salangane à Saint-André, le feu a pris avant minuit. Le feu l'a pris, pour les pompiers la nuit, tout le monde a... Il pourrait être que là, des habitants ici même là sauvent les personnes avant les pompiers arrivés. Et c'est effectivement ce qu'il s'est passé hier soir devant ces appartements situés au-dessus du fleuriste. Ce document, diffusé sur les réseaux sociaux, que nous avons authentifié, en est la preuve. Encore! Calme, oui! Calme et tenir! Merci mon Dieu! Ah mon frère! La suite de l'histoire, on la connaît. 5 personnes ont été conduites vers l'hôpital de Saint-Benoît, certains dans un état grave, les autres ont été relogés. Incendie criminel, accident, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Et on reste toujours dans la région, direction les Comores, où le gouvernement n'a rien trouvé de mieux pour juguler les prix des produits de première nécessité que de mobiliser les forces de l'ordre. Celles-ci sillonnent les principaux marchés de la capitale pour s'assurer de la stricte application des prix fixés par le ministère de l'économie, peu importe si la vente se fait à perte pour les commerçants. Correspondance, Faiza Souley Youssouf, Ibrahim Youssouf.
Des gendarmes pour veiller à la stricte application des prix des produits de première nécessité. C'est la solution toute trouvée par les pouvoirs publics pour lutter contre une inflation galopante en ce mois sacré. Le ministère de l'économie a publié un arrêté avec les nouveaux tarifs à appliquer, avec des résultats plutôt mitigés. Arrêté ministériel qui vient juste de sortir. On est parti sur le terrain, mais on a constaté effectivement que les prix ne sont pas respectés par rapport aux prix fixés par les autorités. Appliquer les tarifs du gouvernement à tout prix, quitte à vendre à perte, au risque de se retrouver au poste de gendarmerie. Nous sommes ici à la gendarmerie à cause des prix. Nous avons acheté du sucre, de l'huile à un prix élevé et le gouvernement veut nous obliger à vendre moins cher. Au lieu de nous trouver une solution avec les grossistes, ils nous imposent, nous, détaillants, de baisser les prix. Voici la facture. J'ai acheté de la farine à 8 000 et ils veulent que nous l'écoulions à 8 000. Même chose pour le sucre. Même baissé pour le cas où la réduction des prix est respectée, les produits restent quand même hors de portée de la majorité. Je trouve toujours que c'est cher. Je ne sais pas comment c'était avant, mais je trouve très cher toujours. Peut-être que c'est maintenant qu'on devrait commencer à baisser. En écho à la population, la Fédération des consommateurs juge la mesure des autorités timorées. Pour elle, les denrées restent inaccessibles pour la population. Retour à Mayotte et on revient ce soir sur les problèmes, ou plutôt la zone de turbulence que traverse le CIDEVAM 976, le syndicat intercommunal en charge de la collecte et valorisation des déchets qui est visé par le parquet national financier dans le cadre d'une enquête pour favoritisme, recel et corruption. À la tête du CIDEVAM 976, le maire de Sada, Ousamoudine Abdallah, que nous recevons ce soir. Bonsoir. Bonsoir, génial. Bonsoir à tous les Mahorais. Merci d'être avec nous. Alors vous vous êtes donné comme mission de sortir le CIDEVAM hors de l'eau, d'en assurer la collecte des déchets. Quel est l'état financier du CIDEVAM aujourd'hui? Quelle est sa situation financière, pardon? En fait, la situation financière est en fait équilibrée. On était dans une situation un peu compliquée l'année dernière, mais on a fait justement... on a évité un certain nombre d'investissements pour pouvoir équilibrer justement le budget et avoir la confiance des partenaires pour lancer vraiment le CIDEVAM. Avec mon équipe, nous avons mis en place une feuille de route justement pour transformer le CIDEVAM dans les années à venir. Quand vous dites les années à venir, au bout de combien de temps vous espérez par exemple pouvoir investir ce que vous ne pouvez pas faire pour l'instant? Déjà, on a commencé à investir parce que la première chose, c'est de permettre à tous les Mahorais à avoir des bacs et d'installer des bacs dans les points de collecte. On l'a fait. Déjà, on a pu distribuer 6 000 bacs sur 15 000 qui viendront dans les années à venir. On ne compte pas ceux qui se sont brûlés tout le temps. Ceux qui sont brûlés, ça fait partie justement des problématiques que nous avons rencontrées. Et là, on commence déjà à avoir des résultats parce que dans les différents quartiers où on a rajouté des bacs, déjà dans la journée, on arrive à collecter plus de 10 tonnes par rapport à ce qu'on faisait avant. Ça veut dire donc c'est mieux, mais pas assez encore. C'est mieux, mais ce n'est pas assez. Mais on va y aller et on y arrivera parce qu'il y a d'autres projets qui vont suivre, notamment tout ce qui est les déchetteries. Les déchetteries, d'ici 2030, il nous faut 8. Et là, une bonne nouvelle, on a déjà déposé 2 permis pour 2 déchetteries, notamment à Malamani et à Bandélé. Et on n'attend pas à ce qu'on reçoive justement ces déchetteries. On a commencé aussi à travailler avec les intercommunalités, avec des déchetteries mobiles. Tous les samedis, on est dans une intercommunalité pour accompagner justement nos communes à collecter tout ce qui est encombrant et ferraille. Et ça commence à marcher. On attend encore d'autres engins dans les mois qui viennent et ça ne sera pas tous les samedis, mais ça sera presque tous les jours. Donc, ça permettra justement aux Mahorais de se sentir mieux et commencer à avoir une île propre. Mais en même temps, génial la Toumani. Alors, justement, autre chose dans les problèmes que vous aviez, la Cour des comptes avait pointé du doigt le personnel trop nombreux au CIDEVAM. Avez-vous réduit les effectifs depuis votre prise de fonction en août 2020? Il y a une réorganisation des services parce que trop nombreux, on a beaucoup d'agents, mais ces agents-là
Ils ont été réduits ou pas? Quand on est dans la réorganisation, ils ont été réduits ou pas? Ils ont été redéployés. Parce qu'il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on ne faisait pas avant, on le fait actuellement. Notamment, on déploie beaucoup plus de monde pour faire de la sensibilisation, de la prévention. Donc, les agents qui étaient dans la collecte, qui avaient du mal justement à assurer leur mission, maintenant, on les déploie dans les communes pour qu'on puisse justement faire de la prévention. Donc, ça commence à marcher. Et est-ce que la taxe des ordures ménagères a été fixée depuis? Parce que lorsque vous avez pris vos fonctions, il y avait aussi ce problème-là. Est-ce que ça a été réglé? Là, cette fois-ci, on essaye de mettre en place des taxes en fonction justement de la réalité du terrain. Ça a été réglé. Donc il y a les taxes aujourd'hui? Oui, il y a les taxes aujourd'hui. Ça a été réglé parce que justement, maintenant, on met en place les taxes en fonction du taux de déchets qu'on collecte dans les différentes intercommunalités. Donc là-dessus, on va pouvoir enfin asseoir justement les finances pour pouvoir répondre à toutes les exigences que attendent la population. Mais en même temps, vous dites enfin, on va arriver sur un autre sujet parce que malheureusement, le temps est court et nous avons plein de questions à vous poser. Quand vous dites enfin, le pont de Mangajou est aussi fonctionnel depuis hier. Vos oreilles ont dû siffler par rapport à ce pont de Mangajou, vous, le maire de Sada. On a passé, c'est vrai, 8 mois compliqués, mais on s'est engagé à transformer la commune. Et on ne pouvait pas commencer des travaux d'envergure sans que le pont de Mangajou soit réalisé. Ça fait partie vraiment des projets qu'il fallait les commencer le plus tôt possible, notamment en début de mandat. Et là, moi, j'ai vraiment envie de remercier la population, même si c'était compliqué pour tout le monde, parce que elle a été très bienveillante, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on a souffert ensemble. Dernière question, justement, parlant de souffrance, là aussi, vous me tendez la perche. Je vais revenir avec vous sur les vestiaires de Bandjani, que vous vous êtes targué ici, sur ce plateau, d'avoir fini et inauguré au début de l'année dernière. On apprend que les clubs sportifs de la commune ne peuvent pas utiliser ces vestiaires, qu'il n'y a pas d'eau. Donc, lorsqu'il y a des rassemblements sportifs, certains clubs sont même obligés de louer les toilettes du voisinage. Que répondez-vous à cela? Non, en tout cas, comme vous le savez. Je ne le sais pas, c'est pour ça que je pose la question. Les vestiaires sont construits dans les hauteurs de Sada. Et là-bas, on a le souci justement d'eau et toute la population qui habite dans les hauteurs ont du mal à avoir de l'eau. C'est la raison pour laquelle on a délibéré dernièrement avec le SMEAM pour qu'on puisse alimenter enfin la citerne, le bassin qui est construit dans les hauteurs, pour qu'on puisse permettre justement à toute la population d'avoir de l'eau et notamment les vestiaires. Et justement, vous prenez cet engagement ce soir devant les clubs sportifs, nous dire quand est-ce qu'ils pourront utiliser ces vestiaires et utiliser les toilettes de ces vestiaires? On y travaille, ça sera pour bientôt parce qu'on a déjà vraiment engagé les travaux là-dessus avec nos partenaires notamment pour qu'on puisse avoir de l'eau rapidement. Merci beaucoup Samoudine Abdallah d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle donc que vous êtes le maire de Sada et le président du CIDEVAM 976. On s'arrête à présent sur cette action organisée ce matin à la MJC de Mamoudzou dans le cadre de la Journée mondiale de la santé. La ville et ses partenaires ont saisi l'occasion pour conseiller la population sur son alimentation, la pratique du sport ou comment jeûner sans se mettre en danger. Une manifestation ouverte à tous, même si les diabétiques et hypertendus étaient les plus visés. Alda Lidi, Youssouf Ahmed Matouar. Quelques étirements, du yoga et des activités douces. Oui au sport en période de Ramadan, mais attention aux abus. Abuser un peu, c'est d'exposer le corps à la blessure déjà, et d'être très fatigué si on le fait avant le ftar, d'être très fatigué et de provoquer aussi des indigestions. Elles sont venues entre copines pour réapprendre les bases de la nutrition saine, couplée au jeûne. Pendant la période de Ramadan, on mange gras. On ne privilégie pas les fruits. Donc on vient ici pour leur sensibiliser, surtout les personnes âgées. Aujourd'hui, je pourrais m'acheter une pomme pour manger. Demain, une petite orange.
Mais tous les jours, c'est pas possible. Je n'ai pas les moyens d'acheter ça tout le temps. J'ai besoin d'une aide. Des réponses existent aussi pour accompagner les familles à travers des aides dispensées par le CCAS depuis maintenant 2 ans. L'accompagnement se fera aussi dans un deuxième temps puisque nous avons des aides exceptionnelles au CCAS pour accompagner la population. Ces journées nutrition et santé sont plus que nécessaires durant le Ramadan, car malgré les restrictions, beaucoup se livrent à des excès alimentaires et autres une fois le soir venu. Et en ce mois sacré pour la communauté musulmane, nous avons pu nous mettre en relation avec l'un des plus jeunes muezzins de Mayotte, Moukim Matungu, 15 ans, vit à Mtsamboro, où il appelle régulièrement les fidèles à la prière. Sa voix, sa noble personnalité lui ont permis d'accéder à cette fonction prestigieuse. Chafanti Alibako, Géraldine, lui. Comme à chaque fois, il s'apprête à vivre le moment intensément. Par sa voix bouleversante, Moukim, 15 ans, rythme le quotidien des habitants de Mtsamboro depuis 2 mois. L'appel à la prière, une passion qui l'a guéri de sa timidité. Depuis que je participe à des choses musulmanes, le Majlis et tout, j'ai plus honte, j'ai plus peur. Je suis déterminé. Sa détermination fait de lui le plus jeune muezzin de sa commune. Ici, la jeune génération est très bien intégrée. L'adolescent fait l'adhan 5 jours par semaine. C'est son fundi qui a décelé son potentiel. J'ai senti que c'est un élève qui peut réussir, c'est un élève qui est capable, c'est un élève qui est sérieux, plein de concentration. Du coup, dès que j'ai vu ces signes, après j'ai fait plein de doigts. Moukim est le dernier d'une fratrie de 11 enfants. Il fait la fierté de ses parents. Depuis l'âge de 2 ans, il est bercé par la psalmodie du Coran. Chaque vendredi, je les emmenais à la mosquée. À chaque fois que je célébrais l'Aïd, c'était avec eux. Je leur achetais leur boubou, leur kofia. Et puis, il s'est attaché à ça. À chaque fois qu'il souhaite un livre religieux, à chaque fois qu'il souhaite une chose, je le lui offrais, afin qu'il ne se décourage pas. Je lui donne du courage et lui demande d'aller à la prière. En seconde générale, l'emploi du temps de Moukim est bien défini, car pour perfectionner sa pratique de l'adhan, il doit faire des sacrifices. Je ne m'amuse pas tout le temps, je suis là à faire mes devoirs de madras et à l'école et beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps pour jouer. Je fais que apprendre mes leçons. C'est mon choix parce que je ne sais pas, depuis petit, je me sens comme ça. Je sens dans le veine. Moukim accorde une grande place à la spiritualité. Son rêve, continuer de faire entendre sa voix dans l'une des mosquées de l'île qu'il a vu naître. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain, 13h, le journal avec Aurélien Février. Le 19h, ce sera avec Papino Zaidani. En attendant, je vous retrouve juste après la météo pour l'édition en Morée. Très belle soirée à vous.